Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. D'abord, je vous remercie de nous recevoir parce que vous avez un agenda très chargé, mais je pense que c'était important pour les Réunionnais de pouvoir faire un point avec vous, pratiquement 2 mois jour pour jour après votre visite à La Réunion, ce fameux discours que vous avez prononcé à la préfecture, où vous aviez fait un certain nombre d'annonces, et annonces qui, pour certaines, même pour beaucoup, n'ont pas été suivies d'effet. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les raisons qui ont fait que des mesures qui devaient normalement prendre effet au 1er janvier, eh bien, sont peut-être retardées de quelques mois même, peut-être. Alors, merci. Bonjour et merci effectivement de cet échange parce que ça me permet effectivement de parler aux Réunionnaises, aux Réunionnais après 2 mois de mise en place d'un certain nombre de dispositifs et on en discutera. Et avant ma venue, puisque j'avais dit que 3 mois après les événements, je serai présente pour quelque part relever les compteurs, eh bien c'est bien ce qui est confirmé aujourd'hui. Je me rendrai dans l'océan Indien au mois de mars. J'irai à La Réunion et j'irai également à Mayotte puisque je serai dans l'océan Indien. Alors, je vous fais juste une petite parenthèse. Est-ce que vous serez accompagné du président de la République? Non, je ne serai pas accompagnée du président de la République, mais je crois que demain, le président de la République pourra peut-être dire à quelle date, lui, compte effectivement aller à La Réunion. Je voudrais dire aux Réunionnaises et aux Réunionnais que ce soit les médias ou les politiques, il y a toujours cette envie derrière ce qui a été dit par un ministre à la lettre, peut-être de vouloir dire où on en est exactement. Et vous le savez, j'ai fait 3 discours pendant que j'étais à La Réunion. Le premier soir, j'ai annoncé les mesures qui étaient des mesures déjà prévues avant mon arrivée, et je ne m'en suis pas cachée puisque vous le trouvez dans mon discours, et j'ai annoncé que ce soit sur les minima sociaux, et notamment le minimum vieillesse, l'AAH, les augmentations qui auraient lieu en 2019, et c'est vrai que de mon discours, parce que je n'ai pas l'habitude de mentir, et il n'y a aucun moment un mensonge de ma part, il y a dans mon discours, et dans la dernière mouture d'ailleurs, le mot qui a compté d'eux, du 1er janvier 2019, eh bien dans la dernière mouture, c'est dès 2019 et je le dis comme ça. Et dès que je le dis, je me rends compte effectivement que peut-être j'ai donné un espoir et que chacun ne va pas comprendre que c'est à compter d'eux. Et d'ailleurs, les élus de l'Outre-mer, comme moi, et notamment de La Réunion, avaient bien dit à ce moment-là, si vous regardez bien, la ministre n'a fait aucune annonce supplémentaire, c'était déjà au PLF, c'était déjà prévu au PLF 2019, oui, c'était déjà prévu au PLF 2019. J'avais fait un article à l'époque. Et tout à fait. Et dès le lendemain, puisque je suis restée 3 jours de plus, dans tous mes échanges avec les Réunionnaises et les Réunionnais, j'ai reprécisé effectivement les dates pour chaque augmentation prévue, l'augmentation du minimum vieillesse qui faisait qu'on était aujourd'hui au 1er janvier 2019 à 868 € et qu'on passerait l'année suivante à 900 €. J'ai redit que la hache serait augmentée à compter du 1er novembre. Oui, j'ai fait une erreur de mots. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit systématiquement mettre de l'huile sur le feu, alors que j'avais demandé au délégué interministériel à la pauvreté de tout préciser dès le lendemain? C'est ce qu'il a fait auprès de toutes les associations, que quand j'en ai discuté avec les Réunionnaises et les Réunionnais, personne ne m'en a tenu rigueur et que j'ai demandé à la préfecture de le mettre immédiatement sur le site internet. Donc ceux qui ne veulent pas savoir qu'effectivement il y a une erreur dans la phrase, peuvent continuer à faire comme si Annick Girardin avait menti et qu'on était toujours en attente. C'est faux. Moi, j'assume complètement la responsabilité de l'avoir dit de cette manière. Je voudrais bien aussi que tout le monde assume que derrière, j'ai reprécisé les choses pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. C'est souvent les médias, voire les politiques qui aiment bien mettre de l'huile sur le feu et faire passer une ministre pour une menteuse. En contrepartie, je voudrais aussi qu'on reconnaisse ce qui a été mis en place. Vous savez, quand je suis venue à La Réunion, il y a les annonces que j'ai faites et puis il y a les demandes des Réunionnais qui m'ont été transmises. Sur les annonces que j'ai faites, vous remarquerez que sur le volet effectivement pauvreté, il y a aujourd'hui le territoire de La Réunion qui sera le premier pour mettre en place, notamment avec le département, toutes les mesures du plan pauvreté. C'est une avancée et c'est déjà en cours et il y aura effectivement des annonces régulières qui se feront. Sur la question du coût de la vie, j'ai annoncé un compteur emploi. Ce compteur emploi, il va être mis en place. Monsieur Viossa a été nommé pour regarder comment ça va être mis en place avec les entreprises, avec les services d'État, de manière à ce qu'on puisse
être au rendez-vous de mes annonces. Et puis sur le volet concurrence, eh bien Monsieur Hamon a été nommé et lui aussi, il est déjà au travail pour apporter des réponses aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Et puis je vais vous dire comment je fonctionne. Eh bien, et je vais le mettre en ligne puisque il y a ces questions qui. Et bien voilà, c'est tout simplement toutes les annonces que j'ai pu avoir ou j'ai pu faire à la Réunion, où on en est, le vert et le jaune. Eh bien, ce sera sur le site internet. Vous savez que je veux une transparence totale et on continuera à la faire. Et vous voyez, je n'oublie pas non plus les documents qui m'ont été remis par les Gilets jaunes sur place. Et puis, vous pouvez voir, ce document, il est annoté de tout ce que j'ai à faire et où on en est pour chaque mesure. Quelquefois, c'est marqué fait, quelquefois, c'est marqué non. On ne le fera pas. Et j'apporterai effectivement les réponses. Et puis d'autres fois, je dirai comment les choses vont se passer. Donc, moi, je n'ai pas de difficulté, ni sur ce que j'ai dit, ni sur ce que j'ai rattrapé aussitôt, parce que ça peut arriver, une erreur. Mais la transparence, la confiance, moi, j'y tiens beaucoup. Et c'était très bien qu'on puisse se dire les choses aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un point justement sur chacune des mesures que vous avez annoncées? Par exemple, on va tout reprendre un par un. Le minimum vieillesse, par exemple, qui était quelque chose qui était effectivement de spectaculaire et attendu. Ça va avoir lieu quand exactement? Est-ce que vous avez quelque chose à annoncer? Alors, le minimum vieillesse, il a augmenté au 1er janvier 2019, tel que je l'avais dit. Il a augmenté au 1er janvier 2019 de 35 €. Il est donc aujourd'hui, clairement, depuis le 1er janvier 2019, à 868,20 exactement pour un célibataire, et il a pris 54 € pour un couple. Il y a toujours une différence, effectivement, entre le célibataire et le couple. Très bien. L'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires pour les salariés. Application immédiate à partir du 1er janvier 2019. C'est en route. Comme d'ailleurs la prime de fin d'année, avec son exonération à la fois sociale et fiscale, qui est mise en place également à La Réunion depuis le 1er janvier. Beaucoup d'entreprises ont joué le jeu. Les primes peuvent aller jusqu'au mois de mars, parce que c'est vrai que l'annonce a été tardive par le président de la République. Et donc, on a souhaité aller jusqu'au mois de mars. Donc, toutes les primes qui seront données entre décembre 2018 et mars 2019 seront exonérées de charges sociales et de charges fiscales, avec un plafond qui est de 1 000 €. Et pas pour les fonctionnaires. Et pas pour les fonctionnaires. Donc le président de la République demande au chef d'entreprise de faire l'effort, mais lui, quand il est chef d'entreprise, il ne le fait pas, cet effort. Eh bien, écoutez, c'est une question, effectivement, que je sais, certains lui poseront demain, mais c'est le choix qui a été fait. On est là, effectivement, dans un soutien à des salariés du privé, et je trouve, moi, que c'était très bien qu'on le fasse comme ça. D'autres avantages sont donnés aux fonctionnaires dans les territoires d'outre-mer. Il ne faut peut-être pas les oublier non plus. Sur l'exonération des cotisations sociales, quand on interroge la Sécu, ils nous répondent qu'ils n'ont pas de nouvelles. Alors, si vous répondez ça, c'est qu'on a un petit problème de communication, puisque l'ensemble des exonérations et les différents abattements qui ont été prévus dans le cadre de la réforme de ce qu'on a appelé l'écosystème économique, donc les exonérations de charges sociales, sont en place à partir du 1er janvier. Il reste un ou deux sujets, notamment sur le secteur de l'innovation, qu'on a fait ajouter au dernier moment, où il reste quelques arbitrages sur les taux et qui pourra en bénéficier. Mais globalement, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas applicable au 1er janvier. Et si vous soulevez la question, sachez qu'immédiatement après notre émission, je vais aller vérifier s'il y a quelque chose qu'on ne m'aurait pas dit, parce que ça peut arriver aussi. D'accord. Alors, zéro charge pour tous les salaires autour du SMIC. Vous aviez annoncé que ça représentait à peu près 40 millions de charges en moins. Là aussi, on a avancé. Oui, on a avancé. Oui, c'est en place. Et oui, c'est important. Mais en contrepartie, rappelez-vous de ces aides aux entreprises, l'objectif et la priorité du gouvernement, c'est le travail, c'est l'emploi. Et on le sait, avec les taux de chômage dans les territoires d'outre-mer, et notamment à La Réunion, qu'on a encore du chemin à parcourir pour être au niveau des attentes des Réunionnaises et des Réunionnais, de tous ces jeunes qui attendent effectivement une chance de pouvoir travailler sur leur territoire. Donc il faut que l'accompagnement des entreprises qu'on a mis en place à travers différentes réformes puisse avoir un résultat sur l'emploi. Et c'est pour ça que j'ai voulu un compteur emploi, et c'est pour ça que M. Viossa a été nommé, notamment effectivement pour travailler sur la mise en place de ce compteur emploi, et que là aussi il y a une transparence. Et si le compteur emploi ne tourne pas, et si des emplois ne sont pas créés, ça veut dire que nos outils ne sont pas bons. Ça veut dire qu'il faut accepter les évaluations et qu'il faut accepter de se remettre en question. Vous savez, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années qu'il y a, je pense même plus, des exonérations dans les territoires d'outre-mer. Il faut dire que soit elles ont été mal ciblées,
soit on a une économie qui a été amortie dans sa descente grâce aux exos. Il faut qu'on passe à l'étape supérieure, il faut qu'on crée de l'emploi dans les territoires d'outre-mer. Ou alors on n'est pas au rendez-vous du défi des territoires d'outre-mer. Puisqu'on en parle, le plan de la région de continuité territoriale avec la prise en charge du coût du fret, Didier Robert, quand il avait annoncé cette mesure, avait dit qu'il allait solliciter une aide de l'État, une participation de l'État et de l'Europe. Est-ce que vous avez discuté avec lui entre-temps et est-ce que ce dossier a avancé et qu'est-ce que vous pensez sur le fond de cette mesure? Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, c'est de comprendre la construction et la structuration du prix. Qui finit effectivement dans le prix pour les Réunionnaises et les Réunionnais qui sont affichés. Il y a des tas de fois, il faut le dire très directement, où il n'y a pas de loup. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer qu'à chaque fois, tout le monde s'enrichit démesurément, surtout et abuse. Malgré tout, il y a des monopoles. Malgré tout, il y a des explications qu'il va falloir me donner parce qu'il y a des choses que je ne trouve pas complètement transparentes et où je me pose des questions. Donc, c'est normal que nos concitoyens se les posent aussi. Comment se construit le prix? Où sont les marges? Quels sont les monopoles? Et comment on peut y répondre? Il y a la question du transport. Moi, on m'a toujours expliqué que la question du transport était quand même pas la plus importante dans la construction du prix, dans le montant. Je veux savoir. Je veux effectivement qu'on me donne des réponses. Et ensuite, on ouvrira ce sujet effectivement davantage d'aide sur la partie transport. On ouvre aussi, parce que je m'y suis engagée, la question de l'octroi de mer. Je l'ai fait que parce que le président de région voulait aussi le faire avec l'État, puisqu'il faut le faire de concert. Et c'est un sujet qu'on va ouvrir, et avec l'Europe. Bien que la question européenne, elle est tranchée, c'est-à-dire que l'Europe ne remettra pas en question l'octroi de mer. Ce qui est important à remettre en question, c'est l'octroi de mer a été mis en place pour protéger les productions locales. Est-ce qu'on est bien à ce rendez-vous-là? Est-ce que quelque part, avec le temps, il n'y a pas eu une dérive de l'utilisation de l'octroi de mer? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur outil? En même temps, nous savons pertinemment que c'est l'outil de financement des collectivités et notamment des communes. Donc, ce travail doit se faire en concertation, et il ne va pas se faire en 3 secondes. Ce travail, il est lancé. Monsieur Hamon a été nommé chargé de la concurrence et de nous apporter effectivement un certain nombre de propositions sur l'ensemble de ces sujets. Est-ce que vous avez des a priori ou est-ce que tout est ouvert? On peut même imaginer une suppression de l'octroi de mer à la limite? Écoutez, je ne crois pas qu'il faut supprimer l'octroi de mer parce qu'il y a une vraie question du effet de mailing rouge, de protéger la production locale. Mon souhait à moi, c'est d'aider encore davantage la production locale. La production locale, c'est des emplois. Et donc, il faut qu'on puisse continuer à agir sur ce volet-là. Après, il faut regarder ce qu'on est obligé d'importer, comment et dans quelles conditions. Et ça, je suis prête à l'étudier. J'ai toujours dit que la meilleure des choses, c'est d'être extrêmement transparent. Après, on fera les choix. Je prendrai mes responsabilités. Et d'autres les prendront aussi. Je crois que c'est devant la FEDOM, vous avez dit il y a 2 jours qu'il y avait quand même des choses qui vous semblaient bizarres dans les remontées que vous avez déjà pu avoir. On peut en savoir un petit peu plus si vous avez des exemples qui vous ont paru un peu choquants dans certains domaines. J'ai un certain nombre de questions, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où dans des données qui me sont données, je peux me questionner, je comprends que les citoyens se questionnent. Mais il y a des rapports, il y a des données, elles seront extrêmement transparentes, tout sera publié. Il faut attendre qu'on ait la totalité des réponses de manière… Là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un loup partout. Donc il ne faut pas, quelquefois, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien non, il faut faire attention. Il y a des moments où il faut être prudent, il faut avoir toutes les réponses, et puis après, il faut rendre les choses transparentes, et puis après, on fera les choix. Ce qui est important, vous le savez, c'est la participation des citoyens, donc la participation des Réunionnaises et des Réunionnais aux travaux que l'on peut mener. J'ai souhaité, et ce sera fait sous peu, que 50 personnes soient tirées au sort à La Réunion, 2 par commune, un homme, une femme, de manière à construire cette équipe. Sur la liste électorale ou non, sur la base du volontariat. Sur le site, normalement là, pendant qu'on se parle, sur le site de la préfecture a été lancé l'appel à candidature. Cet appel à candidature permettra effectivement, sur la base du volontariat, de tirer au sort par commune un homme, une femme. Ça devrait faire un volant de 50 personnes à peu près, ça doit faire 48, on en mettra 2 de plus puisque j'ai dit 50. Et ils seront associés à l'Observatoire des prix, des normes et des revenus.
Et ils pourront effectivement donner leur avis. Ils pourront voir aussi comment ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on peut ne pas être satisfait de la manière dont fonctionnent ces observatoires. Il faut aussi dire que sans doute l'Observatoire de la Réunion est celui qui fonctionne le mieux dans les territoires d'outre-mer. Mais il y a des améliorations à apporter. Il y a surtout un budget complémentaire aussi à donner. C'est pour ça que j'ai annoncé le doublement du budget de cet observatoire. Mais ces 50 personnes, bien sûr qu'elles viendront au sein de l'observatoire. Mais c'est important aussi de les associer à d'autres travaux de l'État. J'ai entendu effectivement qu'il y avait une demande sur le bouclier qualité-prix. Les citoyens demandent à être associés. Eh bien, il faut qu'on puisse le faire. Peut-être pas à toutes les négociations, mais une partie. Donc ces 50 personnes, peut-être pas tous, une partie pourront effectivement être associés à cette réflexion. D'autres pourront être associés au panier pays qui doit aussi prendre une autre forme et évoluer. D'autres sur d'autres types de projets État. Moi, je crois que c'est extrêmement important qu'on dise que on sera plus transparent. Alors, je sais que l'administration a très peur de tout ça. Elle a peur parce qu'elle ne sait pas trop comment faire avec cette nouvelle transparente. Elle n'est pas habituée, ce n'est pas dans sa culture. Eh bien, moi, je ferai en sorte que ce soit possible et je demande effectivement à tous les services d'État d'ouvrir davantage leurs portes, d'ouvrir davantage leurs dossiers. Il n'y a pas de crainte. La transparence, ce n'est pas quelque chose de mal. Au contraire. Après, on explique. Après, on décide, bien sûr. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. On a parlé de lutte contre les monopoles. Le premier des monopoles, celui qui a entraîné le début de la crise des Gilets jaunes, c'est le monopole de l'importation de l'essence à La Réunion. Est-ce que, alors, à tort ou à raison, mais on a eu l'impression que jusqu'à maintenant, l'État soutenait la SAPP, la protégeait. Est-ce que l'État aujourd'hui va s'impliquer véritablement dans l'ouverture à la concurrence dans l'importation du gazoil et de l'essence à La Réunion, et carburant? Que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, l'ouverture à la concurrence, ce n'est pas la réponse à tout. Donc il faut qu'on soit très prudent, secteur par secteur. Lutter contre le monopole, oui. Mais il y a sans doute un moment où on ne peut pas faire autrement qu'avec un monopole sur certains secteurs. Il faut qu'on me démontre effectivement, dans un cas comme dans l'autre, quelles sont les options que je peux avoir. Vous savez, je ne porte pas de jugement avant d'avoir les informations. Et donc, l'État n'est pas là pour protéger qui que ce soit, hein, les services administratifs non plus. On est là pour faire que le citoyen paye le moins possible, que le citoyen soit protégé. C'est lui qui est au cœur des politiques de l'État. Ce n'est pas une entreprise ou ce n'est pas une collectivité. C'est le citoyen d'abord. Et puis après, il faut le faire, bien sûr, pour ce citoyen, travailler en partenariat, co-construire avec les entreprises, avec les collectivités, avec les associations, puisque l'État ne répond pas seul. Donc à cette question, notamment effectivement des hydrocarbures, eh bien, nous verrons ce qui sera analysé là aussi par la personne chargée de traiter cette question. C'est un des dossiers qui sera à l'ordre du jour. Vous avez promis le remboursement à 100% des soins dentaires et des lunettes. Et là aussi, à la Sécu, pour le moment, il semblerait qu'il n'ait pas reçu toutes les consignes. Ce sont les mêmes consignes qu'au plan national. Moi, je ne sais pas à quoi joue la Sécu. C'est sur le site internet de la préfecture, toutes les dates y sont. Je veillerai d'ailleurs à ce que le site de la sécurité sociale et voir comment effectivement ils peuvent eux aussi donner la même information. Je veux dire, on a tous la même information, c'est un minimum, quoi. Donc si on a un dysfonctionnement, il va falloir le régler. Et j'apprécie peu qu'on n'ait pas au téléphone le courage de dire, bah, écoutez, il y a des dates, elles sont là, c'est applicable comme en métropole, au même rythme que la métropole, puisque c'est ce qui a été effectivement corrigé au moins par la ministre des Outre-mer, après effectivement une première annonce qui avait été D au lieu de à compter 2. D'accord, très bien. Les contrats, alors là par contre ça a été fait, les contrats, les PEC, les parcours emploi compétences, vous aviez annoncé 2 fois 500 plus un reliquat de 900 que vous pouviez récupérer. Ça y est, c'est parti. Alors, c'est plus que parti, ouais. C'est fini. Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'a pas atteint le nombre, tout simplement parce qu'il n'y avait pas autant de demandes sur le territoire. Donc, on n'est pas au rendez-vous exact de mon annonce, mais là, c'est la réalité des territoires. Vous savez, souvent, c'est là aussi où on voit la limite. Je vais vous donner un exemple. Et je l'ai dit l'autre jour à l'ensemble des préfets des territoires d'outre-mer, à l'ensemble des présidents de départements et de régions, souvent d'ailleurs aussi aux parlementaires. Cette année, comme depuis 3 ans, la consommation des crédits de paiement mis à la disposition des territoires d'outre-mer sont insuffisamment utilisés.
C'est-à-dire que les maires ou les collectivités d'une façon générale ne consomment pas la totalité des crédits que vous mettez à leur disposition. Ça veut dire qu'on s'est engagé sur un certain nombre de constructions, d'opérations, et que derrière, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, et que les crédits de paiement qui sont mis en face chaque année, eh bien, ne sont pas consommés. Ils ne sont pas consommés parce que les factures ne sont pas remontées des entreprises, ne sont pas consommés parce que le complément financier n'a peut-être pas été obtenu et l'opération n'a pas été, a été lancée. Et ils ne sont pas consommés parce que certains marchés sont aujourd'hui remplis par un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas au rendez-vous suffisant de l'action à mener. Donc, on a un vrai souci, et on l'a vu sur le logement dans la conférence logement ce matin, on a un vrai souci de consommation des crédits de paiement. Ce qui veut dire que l'outre-mer, dans sa globalité, sur l'ensemble des territoires, y compris sur le logement, alors que c'est une priorité, eh bien, a renvoyé de l'argent. Chaque territoire a renvoyé de l'argent. Alors, on a une organisation différente. Donc, ils vous réclament toujours plus, et en fait, le peu qu'ils ont, ils ne l'utilisent pas. Je ne le dirais pas comme ça. Ce n'est pas le peu qu'ils ont, ils ne l'utilisent pas. Ça veut dire qu'en ingénierie, on n'est peut-être pas au rendez-vous. Dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités, on n'est peut-être pas au rendez-vous. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours une question d'argent. Souvent, on est au rendez-vous sur les financements possibles, on ne l'est pas dans l'accompagnement, on ne l'est pas dans l'action. Et c'est là qu'il faut apporter des questions. Et vous avez raison, c'est un problème de foncier. C'est aussi quelquefois, une fois qu'on a lancé les marchés, un problème de surcoût des matériaux. C'est pour ça aussi que quand j'étais à La Réunion, on revient à l'origine de notre questionnement sur le coût des matériaux. Il faut vraiment qu'on fasse la lumière sur tout. Et d'ailleurs, il y a un premier rapport de la concurrence qui a été rendu sur le ciment, avec un certain nombre de propositions. Il faut qu'on les mette en œuvre. Il ne faut pas que tous ces rapports soient destinés au tiroir des services d'État et qu'ils ne soient jamais mis en application. On a besoin de tous pour effectivement être à la hauteur des besoins, ou à la hauteur pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Vous parlez de dossiers qui ont été faits, qui sont mis dans les tiroirs des bureaux ministériels. Une des réflexions que se font les Réunionnais, c'est de se dire, mais punaise, depuis 20 ans, 30 ans, on a fait toutes les études possibles et imaginables. Si dans les ministères, ils ne savent pas quels sont les problèmes de La Réunion et qu'il faut encore faire des réunions et d'autres réunions et des études sur études, vous les connaissez, les problèmes de La Réunion. Vous devez normalement connaître les solutions pour les résoudre. Alors d'abord, les problèmes de La Réunion, comme les problématiques des territoires d'outre-mer, sont connus pour certains depuis longtemps. Mais ensuite, il y a des problèmes conjoncturels aussi. Des problèmes structurels, il y a des problèmes conjoncturels, il faut qu'on puisse en parler. Et puis, il y a l'évolution des besoins. Aujourd'hui, par exemple, l'évolution des besoins, et on en parlait ce matin dans la conférence logement, c'est des jeunes qui ne veulent plus ou ne peuvent plus rester chez leurs parents et souhaitent avoir leur propre logement, y compris quand ils sont étudiants. On m'a demandé plus de logements étudiants quand j'étais effectivement à La Réunion. Et on va tâcher d'y répondre. Il y a la question du vieillissement de la population et de la non prise en compte suffisamment depuis longtemps du logement de nos aînés qui ne peuvent plus rester dans leur maison ou qui sont mal accompagnés pour rester, et d'autres types de logements auxquels il faut répondre. Et on voit bien que les outils qu'on a mis en place ne répondent pas toujours aux problématiques des territoires d'outre-mer. Souvent des outils qui ont été pensés au plan national et qui ne vont pas suffisamment dans la dentelle ou dans le cousu humain dans les territoires d'outre-mer. Et puis, quelquefois, pensés pour tous les territoires d'outre-mer. Eh bien, on n'apporte pas la même réponse à la Guyane, à Mayotte ou à l'île de la Réunion. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les mêmes problématiques. Et donc, il faut des outils répondant aux besoins de chacun. Il faut qu'on travaille différemment. Il faut faire remonter les projets des territoires. C'est ce qu'on a fait avec les Assises des Outre-mer. Et ça ne sert pas à rien, les Assises des Outre-mer. Le livre bleu, ce n'est pas juste un document qui est sur le bureau de la ministre. C'est véritablement des actions. C'est 100 médecins de plus pour les territoires d'outre-mer. C'est plus de 7000, à peu près 7000 crèches supplémentaires. C'est des emplois supplémentaires dans l'éducation, c'est des écoles, c'est des routes, c'est de l'électricité, c'est de l'eau. C'est là avec des sommes engagées également. C'est ça le livre bleu. Hein. Ce sont véritablement des actions dont on a besoin. Alors tout ça ne se fait pas aussi vite qu'on le voudrait. On est juste sorti effectivement du livre bleu que à La Réunion notamment, les Gilets jaunes ont souhaité qu'on aille beaucoup plus vite. Mais ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort de nous dire, mais attendez, ça fait maintenant 40 ans, 50 ans que vous nous promettez un certain nombre d'éléments et puis vous n'êtes pas au rendez-vous. D'abord, il faut savoir que la population réunionnaise ne fait qu'augmenter.
qu'on va vers effectivement le million et qu'il faut aller plus vite dans tout ce qu'on a à faire. Et on regardait ce matin, on avait un objectif pour tous les territoires d'outre-mer de 10 000 logements. Eh bien, on n'y est pas et on régresse depuis 2 ans. Donc, il y a des choses qu'il faut remettre en mouvement, remettre en questionnement, revoir l'efficacité. Surtout que derrière, il y a des conséquences sur l'emploi avec le BTP. Et on sait que le BTP, c'est un logement, c'est un et quelques emplois créés derrière. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien, c'est extrêmement important et il faut qu'on puisse redémarrer une nouvelle dynamique. La conférence logement, elle a démarré ce matin. Elle va finir en mai avec des nouveaux outils. Mais attention, ça ne veut pas dire que pendant effectivement qu'on débat pour préparer l'avenir, qu'on ne réalise pas là ce qu'on a aussi dit, c'est-à-dire le retour de l'APL accession pour répondre aux 1000 projets à peu près un peu moins. Il y en a 900 je crois, aux projets qui étaient en attente parce que l'APL accession avait été annulée au plan national, que le combat des parlementaires soutenu par Julien de Normandie et par moi a fait qu'on a fait une exception et qu'on l'a remis pour l'année effectivement 2019 pour épuiser les dossiers qui étaient en attente et qu'il nous faut effectivement construire les nouveaux outils. Et puis il y a la loi Elan. Et puis, il y a Cœur de Ville. Il y a des dispositifs qui sont en place depuis le 1er janvier et qu'il faut utiliser. Donc, l'urgence, c'est de dire on travaille, on informe les collectivités, les entreprises, les organismes, les opérateurs notamment pour apporter des réponses immédiates sur les questions du logement, mais plus globalement sur tous les sujets du quotidien des Français et notamment des Réunionnais. Et puis, à côté, on réfléchit à remettre en question un certain nombre d'outils qui font qu'on n'est pas à la hauteur des attentes. Est-il vrai que les assises de l'outre-mer ont servi de modèle pour le grand débat voulu par le président de la République ? Eh bien, si c'est vrai, j'en suis très fière, ce n'est pas complètement faux. Le président de la République a souhaité ces assises des Outre-mer dans les territoires d'Outre-mer pour donner la parole aux territoires éloignés, pour qu'ils puissent effectivement davantage s'exprimer. Eh bien, on a vu que ce modèle de dialogue qui doit rester. Certains me disent, mais il y a eu les États généraux, puis les assises, puis maintenant le grand débat. Et alors ? Ça n'empêche pas l'action de dialoguer. Dialoguer tout en travaillant, chez moi ça s'appelle blague et hal. Hein. Ça veut dire tu peux échanger, tu peux travailler, mais en même temps, tu peux échanger, tu peux dialoguer, mais en même temps tu travailles. Eh bien, allons-y. C'est ça la méthode de ce gouvernement, c'est dialoguer, mais aussi travailler. Répondre aux urgences, mais aussi prévoir l'avenir. C'est le rôle qui est le mien. Mais ces assises, il y a certains gilets jaunes, puis même des politiques qui sont un petit peu critiques en disant... Et d'ailleurs, c'est un peu la critique qu'on fait au débat, en se disant, mais est-ce que le gouvernement n'a pas déjà pris les décisions et que les assises ou le grand débat ne sont pas là juste pour habiller, pour nous donner l'illusion. Sur les assises, par exemple, comment expliquer qu'on puisse imaginer une seule seconde que les Réunionnais aient pu demander, par exemple, la suppression de l'abattement de 30%. Ce n'est pas dans le livre bleu. L'abattement l'abattement fiscal, parce que c'est un abattement fiscal, qui a été modifié dans son barème, dans la manière dont effectivement on pouvait réguler les participants à l'effort fiscal, c'est quelque chose qu'on a décidé parce qu'on estimait là aussi qu'il fallait plus de justice et d'équité. Vous savez, à La Réunion, c'est l'endroit où il y a le moins de justice et d'équité entre, on va dire, ceux qui ont les moyens les plus faibles et ceux qui vivent très bien à La Réunion. C'est le territoire le plus inégalitaire de France. Ça veut dire qu'on a des gens qui vivent très très bien et qui ne partagent pas avec ceux qui sont dans une difficulté extrême. C'est ça aussi le territoire de La Réunion. Donc ça veut dire qu'il faut une redistribution au sein de ce territoire. Et moi je crois à cette solidarité aussi territoire par territoire. Elle doit être nationale et elle est au rendez-vous. Elle doit être locale ou territoriale également. Je veux aussi des territoires d'outre-mer qui soient plus égalitaires en leur sein et dans leur organisation. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas tout demander de l'extérieur. Chacun doit aussi pouvoir, à son niveau, faire un certain nombre d'efforts. Et j'estime, moi, sur cet abattement, que les personnes concernées ne sont pas ceux que j'avais en face de moi et qui portaient les gilets jaunes. Hein. C'est clair. Donc, soyons très clairs aussi. Et souvent, le combat des élus, que je respecte pour être aussi un député d'un territoire ultramarin qui, en ce moment, fait autre chose. Mais je respecte beaucoup les élus. Mais on a tendance souvent, parce que je l'ai été aussi longtemps, on a tendance souvent à oublier certains combats qu'on devrait porter pour nos concitoyens parce qu'on est sur un combat politique politicard. Je vois qui vous visez. Non, je vois pas, vous ne voyez pas. Parce que globalement, franchement,
en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, 3 crises. Dans les 3 crises, il y a un point commun. L'État et les élus sont condamnés pour le travail qui ne mènent pas ou qui ne seraient pas menés ensemble. Et si on veut apporter une vraie réponse, en Guyane, on le fait. À Mayotte, on le fait. Il faut qu'on puisse le faire à La Réunion, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. On a cette responsabilité aussi de dire la vérité. Et puis les combats politiques, ce sera pour les rendez-vous électoraux. On ne peut pas être en permanence en campagne électorale. Ça, c'est pas possible. On va faire très rapidement 1500 places de crèche que vous avez promis. Ce sera réalisé bientôt. C'est en route. Le délégué interministériel à la pauvreté s'est déjà rendu 2 fois. Il était avec moi à La Réunion. Il est retourné. Il y retournera soit avant moi, soit avec moi, pour que le contrat soit signé avec le département et les associations, de manière à ce que ça se mette en route. Mais le budget est là. Il faut maintenant, vous le savez, actionner tous les dispositifs. Alors, c'est toujours trop long pour moi. Alors, imaginez pour nos concitoyens. Je comprends les Réunionnais, je comprends les Réunionnais, je comprends les Gilets jaunes quand ils me disent tout ça, ça prend trop de temps. Oui, peut-être. Mais moi, j'essaye de faire au plus vite possible. Je ne me tourne pas les pouces depuis 18 mois. J'essaye d'aller plus vite. J'essaye de faire en sorte que les administrations, les organisations institutionnelles aillent beaucoup plus vite. Mais c'est quand même pas une chose si facile que ça dans notre pays. Je les bouscule et je continuerai à les bousculer pour qu'on apporte des réponses le plus vite possible. Alors, il y avait une mesure qui était symbolique, c'était l'annonce que vous avez faite de mettre en place des petits déjeuners dans les écoles. La rentrée scolaire a eu lieu il y a 2 jours et il n'y a pas de petit déjeuner encore. Tout à fait. C'est la rentrée de septembre qui effectivement verra cette mise en place peut-être plus rapidement selon effectivement ce qu'on pourra négocier sur place. Ce qui est clair, c'est que c'est La Réunion qui, là encore, sera la première à pouvoir le mettre en place. Donc là aussi, on essaye de le faire le plus vite possible. Vous savez, c'est des combats que d'autres ont menés. Moi, j'ai aussi beaucoup de respect pour tous ceux qui sont passés dans cette maison avant moi, pour tous ceux qui ont apporté des réponses dans les territoires d'outre-mer. D'autres ultramarins m'ont précédé. Ils ont travaillé aussi au bénéfice des territoires d'outre-mer. Le petit déjeuner, moi, je l'ai connu. C'était l'époque de Michel Debré. Tout à fait. Je me rappelle du verre de lait le matin. Eh bien voilà, comme quoi, quelquefois, il faut apporter de la nouveauté, de l'innovation, mais les anciennes recettes, elles peuvent aussi être mises au goût du jour parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais réglées. Il faut pouvoir les régler dans nos territoires. Très bien. Écoutez, je vous remercie et merci d'avoir été aussi transparente et d'avoir accordé tout ce temps parce qu'on a été un peu plus long que prévu. Merci en tous les cas et puis j'espère que vous aurez convaincu les Réunionnais. Merci et puis je donne rendez-vous aux Réunionnaises et aux Réunionnais dans un mois maintenant où je viendrai sans doute accompagnée de d'autres ministres et que ça me permettra à ce moment-là effectivement, si ce n'est pas fait avant, de confirmer la date de la venue du président de la République à La Réunion qui viendra avant l'été, je l'espère. Merci. Merci.